Il y a quelques années, les gens fantasmaient à l'idée d'avoir un jeu Assassin's Creed se déroulant au Japon. Et on peut comprendre pourquoi, depuis le tout premier épisode, la saga nous a fait voyager à travers des époques et des civilisations mythiques. Que ça soit Jérusalem pendant les croisades, Florence à la Renaissance, les Caraïbes pendant l'âge d'or de la piraterie, ou encore Paris pendant la Révolution. Mais il manquait une période et un lieu en particulier, le Japon féodal. Parce que dans l'imaginaire des joueurs, Assassin's Creed et le Japon, c'est juste évident. Des assassins discrets, agiles et silencieux, maniant des lames et se fondant dans l'ombre, difficile de ne pas faire le lien avec les ninjas ou les samouraïs. C'est littéralement LE mariage parfait entre deux mythologies. Celle des tueurs de l'ombre créés par Ubisoft et celle du Japon médiéval qu'on voyait déjà dans des films comme Le Dernier Samouraï. En fait, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le décor idéal pour Assassin's Creed, presque une évidence scénaristique et artistique. Mais plus le temps passait, et plus l'attente devenait un mythe. Parce qu'Ubisoft, de son côté, semblait tourner autour du pot. Égypte, Grèce, Vikings, tout sauf le Japon. Et ça, c'est peut-être la plus grosse erreur qu'ils pouvaient faire. Déjà parce que plus tu fais patienter ton public, plus la hype s'efface, et surtout, les studios d'en face, ils vont pas attendre longtemps avant d'exploiter l'idée à ta place. Avant de continuer, j'aimerais remercier notre partenaire du jour pour avoir sponsorisé cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous devez sûrement les connaître, après tout c'est un des meilleurs VPN du marché, ils ont quand même plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, et si ces chiffres sont aussi énormes, c'est parce que de nos jours un VPN, c'est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Ça chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès ou d'autres regards indiscrets de suivre ce que vous faites sur internet, et donc personne ne pourra savoir ce que vous faites en ligne. Mais le truc que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'avec plus de 100 emplacements, CyberGhost vous permet aussi de contourner les blocages géographiques. Et donc les contenus Netflix, Amazon Prime ou même Disney+, dont on ne peut pas avoir accès en France, avec CyberGhost VPN, vous pourrez y accéder. Et ça peut aller jusqu'à 50% de contenu en plus, et vous avez même la possibilité de débloquer le contenu de 40 services de streaming, ainsi qu'obtenir de meilleures offres en ligne. Et tout ça en modifiant simplement votre localisation virtuelle. D'ailleurs, j'imagine que vous l'aurez remarqué, mais en France, plusieurs sites pour adultes sont bloqués par les autorités ou les fournisseurs d'accès à internet, souvent sans avertissement. Et bien grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez contourner ces restrictions de manière sécurisée en choisissant un serveur situé dans un pays où l'accès à ces sites est libre. C'est rapide, privé et totalement anonyme. Le service fonctionne sur tous vos appareils et protège jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui est juste parfait pour le partager avec vos amis ou votre famille. Avec le lien en description, profitez de leur meilleure offre à seulement 2,03€ par mois avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Donc, vous n'avez rien à perdre. C'est un excellent VPN, on en a tous besoin plus que jamais pour regarder nos films, séries et vidéos préférées, donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description, surtout qu'en plus, ça soutient la chaîne. Merci à tous, et maintenant, on passe à la suite. Ok, j'imagine que vous connaissez Sucker Punch. Les plus anciens d'entre vous les ont sûrement découverts à l'époque de Sly Cooper sur PS2, une trilogie culte pour beaucoup, mais pour la plupart d'entre nous, on a appris à connaître ce studio notamment avec Infamous. Je vais pas trop m'attarder sur ces jeux, mais je voulais absolument les caser dans cette vidéo parce que putain qu'est-ce qu'ils sont cool. Et la fin négative de Infamous Second Son m'avait tellement traumatisé. Bref, Sucker Punch, c'est un studio qui a toujours proposé des jeux très sympas. Rien de révolutionnaire ni d'exceptionnel, mais toujours agréable à jouer. Alors forcément, quand ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un jeu se déroulant au Japon féodal, où l'on incarnerait un samouraï évoluant peu à peu en shinobi, ça a été une sacrée surprise. Je dis surprise parce que, putain, enfin on allait avoir notre Assassin's Creed au Japon, mais sans que ce soit un Assassin's Creed pour autant. Oui, le jeu allait probablement y ressembler sur bien des aspects, mais cette fois, Ubisoft n'était pas derrière. Et rien que ça,
ça change tout. Ghost of Tsushima est à mes yeux un jeu qui s'est vraiment démarqué par la force de son concept. On y découvre une île envahie par un ennemi impitoyable où les gentils sont presque tous anéantis dès les premières minutes. Seul le protagoniste survit, se retrouvant contraint d'affronter à lui seul une armée entière pour reprendre le contrôle de son territoire. C'est un schéma narratif bien connu qu'on appelle le downfall. Le downfall, c'est ce moment où le héros subit une perte brutale ou une chute tragique qui l'oblige à se reconstruire, à se réinventer ou à chercher la rédemption. Et c'est là tout l'intérêt de cette structure. Elle ne sert pas seulement à poser les bases d'un développement de personnages forts, mais aussi à créer chez le joueur un attachement émotionnel immédiat. On veut aider le héros, on veut le voir se relever. C'est un moteur d'empathie puissant. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo en évoquant Mario Galaxy où notre plombier moustachu se retrouve lui aussi privé de tout ce qu'il a de plus cher dès les premières minutes du jeu. Ce genre de perte soudaine, violente et injuste nous pousse naturellement à l'accompagner jusqu'au bout de son aventure. Et vous rajoutez à tout ça des visuels sublimes et un gameplay extraordinaire et vous avez un jeu qui ne vous laissera pas sans émotion. Et d'ailleurs, le gameplay, parlons-en. Comme le jeu le laissait présager, on est clairement sur un Assassin's Creed-like. Combat au sabre, phase d'infiltration, de filature, escalade, bref, du déjà vu. Et le pire, c'est qu'on retrouve pratiquement les mêmes défauts. Les phases d'infiltration par exemple sont souvent ratées. Parfois elles ne fonctionnent pas du tout, et même quand elles marchent, il n'y a pas une grande variété d'actions. On se contente de venir derrière un ennemi pour l'assassiner discrètement. Ou d'utiliser une arme à distance en priant pour que personne ne remarque le cadavre, puisqu'on ne peut même pas le déplacer soi-même. Pour ce qui est des combats, les adversaires ont souvent un sérieux problème qu'on appelle dans le milieu la débilité. Parfois ils font n'importe quoi, parfois ils font rien du tout. Les énigmes, c'est un peu pareil, on nous prend très souvent pour des débiles parce que globalement c'est niveau CP, mais selon moi, le truc le plus raté et qui est bien moins réussi que dans les Assassin's Creed, c'est l'escalade. Même si c'est une marque de fabrique de la saga d'Ubisoft, c'est pas une raison pour faire le strict minimum. Sérieusement, où est le plaisir de grimper dans ces environnements quand on n'a aucune liberté de mouvement ? On est constamment contraint de suivre des lignes blanches ou des points précis pour arriver à nos fins. C'est presque une suite de QTE tant c'est limité manette en main. Alors oui, les derniers Assassin's Creed permettent de grimper un peu partout, parfois au détriment de la cohérence. Mais au moins, ils offrent une véritable sensation de liberté, celle de se rendre où l'on veut, comme on le veut, ce que Ghost of Tsushima, lui, ne parvient pas toujours à transmettre. Mais malgré tous ces défauts, le gameplay de Ghost of Tsushima reste bien plus intense, fluide et gratifiant que celui de la majorité des jeux du même genre, et surtout plus immersif et viscéral que celui des derniers Assassin's Creed. Et c'est peut-être justement là que réside une partie du problème de la saga d'Ubisoft aujourd'hui. À force d'évoluer, elle a perdu ce qui faisait sa force première. À l'époque des premiers AC, les affrontements avaient quelque chose de crédible et de nerveux. C'était pas forcément spectaculaire, ni même très réaliste, il n'y avait pas des dizaines d'effets visuels ou de combos improbables, mais chaque coup avait du poids. On sentait l'impact, la tension du combat, la précision d'un contre ou d'un assassinat réussi. C'était simple, mais efficace. Aujourd'hui, les combats sont devenus trop systémiques, trop mécaniques. On a des enchaînements de coups dignes d'un film d'action hollywoodien voire bollywoodien, mais sans émotion, sans cohérence physique. Tout semble chorégraphié et calculé au point qu'on n'y croit plus une seule seconde. C'est tellement rigide que tu ne ressens même plus la peur du combat, ni même la satisfaction d'avoir survécu à un duel difficile. Tout devient une question de statistiques, d'équipement, de niveau, bref, un système de jeu plutôt qu'une expérience viscérale. Quant à Tsushima, les combats au sabre sont sans doute parmi les meilleurs jamais conçus dans l'histoire du jeu vidéo. Je n'avais jamais ressenti un tel plaisir à voir les lames s'entrechoquer, à sentir le poids des coups, puis à trancher net un adversaire dans une chorégraphie violente, mais d'une beauté saisissante. Chaque affrontement semble réfléchi sans pour autant paraître artificiel. L'impact de chaque coup est précis et d'une intensité rare. Et ce qui est fort, c'est que le jeu n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Pas de surenchère d'effets visuels, pas d'animation exagérée, là où Assassin's Creed cherche souvent le spectaculaire, Tsushima vise l'authenticité, le ressenti pur du combat. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, ça n'est pas crédible qu'un pauvre mec avec son katana puisse à lui seul tuer une dizaine d'ennemis parfois bien plus coriaces. Mais bon, on est dans un jeu vidéo, si on commence à chercher ce genre de crédibilité, même les premiers AC qui sont des chefs-d'œuvre deviennent automatiquement des jeux de merde. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément chercher à être réaliste, mais pas non plus à être trop spectaculaire.
Il faut savoir trouver un équilibre qui rend le tout à la fois crédible et stylé. C'est la meilleure façon d'impliquer vraiment le joueur pendant un combat. On pourra d'ailleurs très bientôt le vérifier avec le remake d'Assassin's Creed Black Flag, qui, je le rappelle, est mon épisode préféré de la saga. Pour moi, ce qui faisait la force de ce jeu, au-delà des batailles navales incroyables, du charisme d'Edward Kenway et de toutes les autres qualités qu'on peut lui reconnaître, c'était avant tout les combats à l'épée. Il reprenait le système classique des anciens opus, mais en le rendant plus fluide, plus précis, plus cinématique, sans jamais tomber dans l'exagération. Et si les rumeurs disent vrai, il se pourrait bien que ce remake abandonne complètement ce gameplay pour s'approcher du système RPG tout pourri qu'on se tape depuis maintenant 10 ans. Et si c'est réellement le cas, je prends les paris, le jeu ne se vendra pas autant que ce qu'Ubisoft imagine. Parce que ce que les joueurs aimaient dans Black Flag, c'était pas seulement l'univers ou la piraterie, c'était la sensation de puissance et de maîtrise pendant un duel. Cette impression d'être un pirate redoutable et pas un simple chiffre sur une fiche de personnage. En fait, les combats, quand ils sont bien faits, racontent quelque chose. Ils traduisent la personnalité du héros, son rapport à la violence, à la mort, à l'honneur. Et si Ubisoft continue de traiter ça comme un simple système de jeu, alors ils passeront encore à côté de ce qui rendait leurs anciennes œuvres si mémorables. Pour en revenir à l'histoire, j'aimerais quand même préciser que ça reste très basique. Ghost of Tsushima raconte la chute d'un monde et la naissance d'un autre, à travers Jin Sakai, un samouraï contraint de trahir son code pour sauver son peuple. Faisant que le jeu explore le conflit entre l'honneur et la survie, entre la fidélité à une tradition et la nécessité de s'adapter pour affronter une nouvelle menace. C'est une tragédie personnelle et morale où Jin doit renoncer à tout ce qu'il est, que ce soit son clan, son nom et son identité, pour devenir le fantôme. Une figure de résistance née du désespoir. En faisant cela, il devient à la fois un héros et un paria, sauvant son île au prix de son âme. Le jeu parle donc de sacrifice, de transformation, du poids de la mémoire et le conflit entre idéaux et réalité. C'est une histoire sur ce qu'il faut sacrifier pour protéger ce qu'on aime et sur la façon dont nos valeurs peuvent devenir nos chaînes. Et même si Ghost of Tsushima est très riche sur le plan thématique, ça ne rend pas pour autant son scénario particulièrement marquant. On est face à des motifs qu'on a déjà vus des centaines de fois et rien ne surprend vraiment, à part peut-être la conclusion qui, elle, reste puissante. Mais ce qui retient surtout l'attention et qui a marqué pas mal de joueurs, ce sont quelques moments de mise en scène vraiment prenants. Je dis quelques parce que la plupart du temps, on sent que les développeurs ne se sont pas trop fait chier. On retrouve souvent ces plans automatiques et sans âme comme dans les derniers Assassin's Creed. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft a intégré un système qui place la caméra automatiquement au niveau de l'épaule du personnage qui ne parle pas, peu importe la situation. Et donc, 80% des cinématiques ressemblent à ça, du champ contre champ basique. Ça fait que la mise en scène finit par devenir complètement mécanique, et le problème c'est que sans mise en scène, un récit perd tout son impact. Moi perso, quand je joue à un jeu vidéo ou que je regarde un film, mais j'ai pas envie d'écouter une histoire pendant 10 minutes, je veux la vivre. Un jeu, c'est un média audiovisuel, et comme au cinéma, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais ce qu'on montre. Toutes les histoires du monde, même les plus intelligentes, peuvent devenir fades si elles sont racontées sans créativité. En littérature, on a les figures de style, au cinéma, on a la mise en scène. Et si ton jeu se résume à un pauvre chant contre chant sans imagination, peu importe à quel point ton récit est profond, ton public finira par décrocher. Sauf que Sucker Punch ont pris le problème à l'envers et au lieu de faire de la mise en scène, ils ont simplement repris le système de caméra automatique, sauf que là c'est pas des chants contre chants, mais juste des plans larges qui font des légers travelling rotatifs. Ouais, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste meilleur parce que faire des plans larges, ça permet de donner de l'importance au décor. Et ça tombe bien, les décors de Ghost of Tsushima sont magnifiques. Vous l'avez compris, on va maintenant s'attaquer à l'open world, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire, autant du côté positif que négatif. Commençons par ce qui va pas. Selon moi, un des problèmes principaux, c'est que l'île de Tsushima n'invite pas vraiment à l'exploration. J'ai déjà fait une vidéo de 30 minutes pour expliquer ce genre de choses, mais en gros, un monde ouvert dans un jeu vidéo, c'est censé donner un vrai sentiment de liberté. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux et comment tu veux. Mais pour que ce sentiment fonctionne, il faut que le monde soit pensé pour encourager la curiosité. Chaque lieu, chaque route, chaque petit recoin devrait te donner envie de t'y rendre.
que ce soit par des visuels intrigants, des sons particuliers ou des éléments narratifs cachés. Genre dans Breath of the Wild, le fait de voir un lieu en hauteur ou un bâtiment s'illuminer au loin te pousse naturellement à t'y rendre. Le jeu n'a pas besoin de te l'indiquer avec une flèche ou une boussole, c'est à toi de faire le travail. A l'inverse, les maps d'Ubisoft sont surchargées d'informations. Les points d'intérêt sont signalés, les quêtes sont marquées et tu sais toujours où aller et pourquoi y aller. Donc au final, l'exploration devient presque inutile, tu passes ton temps à courir d'un point A à un point B en sachant exactement ce que tu vas trouver. Du coup, t'as juste perdu 10 minutes de ta vie. Je me souviens que dans les commentaires de ma vidéo sur les open world, certains m'avaient dit « Oui, mais dans les jeux AC, tu peux activer le mode exploration ». Ce mode permet en effet de désactiver ces informations superficielles qui ruinent l'immersion, mais le problème reste le même. Le monde n'a pas été conçu pour que tu aies envie d'explorer naturellement. Donc tous les points d'intérêt qui ont été placés mécaniquement sont parfois presque invisibles à l'œil nu, parce que ces endroits en question ne contrastent pas tant que ça avec les décors. Par exemple, si tu dois retrouver un PNJ lors d'une quête sur cette route, mais que t'as activé le mode exploration, comment je suis censé savoir où il est au juste ? C'est pour ce genre de problème qu'Ubisoft désactive par défaut le mode exploration, pour éviter que tu rates quelque chose d'important pour le déroulement du jeu. Sauf que ça, c'est typiquement le genre de choses qui ne devrait jamais arriver si ton open world est bien conçu. Parce qu'en réalité, chez Ubisoft, on pense d'abord à créer la carte, puis ensuite à y placer les quêtes, les points d'intérêt et tout le reste. Le monde devient donc un simple support, un décor sur lequel on dépose du contenu, plutôt qu'un espace vivant et cohérent. Résultat, il ne sert pas à grand chose, à part rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. Tu passes la majorité de ton temps à courir d'un point à un autre sans réelle surprise. Et ça, juste pour remplir ton journal de quête. Mais alors, l'open world de Ghost of Tsushima, lui, est-ce qu'il est vivant et organique ou est-ce qu'il sert juste de support ? Eh bien, c'est justement toute la particularité du jeu, c'est un peu des deux. Oui, la carte est remplie de points d'intérêt et oui, parfois on t'indique à l'avance ce que tu vas trouver. Mais malgré ça, le jeu parvient à te donner envie d'explorer naturellement. Il y a plein de moments où je me suis retrouvé intrigué par quelque chose sur mon chemin. Par exemple, un oiseau que je décide de suivre sans trop savoir où il m'emmène et qui finalement me conduit vers une petite quête secondaire. Le jeu aurait pu simplement afficher une icône en me disant « Va là-bas, il y a une quête », mais non, il choisit au contraire de t'impliquer dans ton exploration en se servant de son univers et de son ambiance pour te guider de manière organique. Et ça, pour le joueur, ça change tout, parce que ton immersion devient bien plus forte quand le monde ouvert fonctionne grâce à lui-même plutôt qu'une interface ou une boussole. J'ai pris l'exemple de l'oiseau, mais j'aurais pu aussi parler du vent. Ce vent qui te guide vers ton objectif, c'est une idée brillante. À la fois esthétique et ultra poétique, parfaitement en accord avec la philosophie japonaise du jeu. Le vent, ça peut représenter la nature, l'esprit des ancêtres ou même la guidance spirituelle. Et ce que je vous décris là, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle une direction artistique. Parce que oui, avoir une belle map, ce n'est pas suffisant. Dans les Assassin's Creed, il n'y a pratiquement aucune véritable direction artistique en dehors des architectures qui varient en fonction des époques. Le monde existe pour exister et doit être réaliste. On crée une carte, on y place des bâtiments, des routes, puis on écrit des histoires qui vont s'y dérouler. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'un open world n'est pas censé être un simple décor, il doit enrichir l'expérience globale, raconter quelque chose à travers ses paysages, ses couleurs, sa lumière, sa composition visuelle. Si ton monde ne raconte rien, alors pourquoi existe-t-il ? Oui, les jeux Ubisoft sont souvent magnifiques, parfois même plus impressionnants techniquement que Ghost of Tsushima, je le reconnais volontiers. Mais la beauté seule ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est le sens derrière cette beauté, et c'est précisément là que Tsushima brille. Sa direction artistique ne se contente pas d'être belle, elle donne une âme à tout ce qu'on voit. L'île de ce jeu, c'est un personnage à part entière, un reflet de la quête intérieure de Jin Sakai. Et c'est pour cette raison que même si certains trouvent les Assassin's Creed plus beaux, la majorité des joueurs préfèrent Tsushima, parce que sa beauté a du sens et parce qu'elle parle. Mais vous savez quoi ? Je trouve que si on doit parler direction artistique, je préfère largement m'intéresser au deuxième opus.
Ghost of Yotei, en tant que suite directe de Ghost of Tsushima, se devait forcément de faire mieux que son prédécesseur. Parce que comme pour toute suite qui se respecte, la comparaison est inévitable. On s'attend toujours à plus grand, plus beau, plus abouti, et vous savez quoi, à mes yeux, Yotei, c'est Tsushima, mais en mieux. Les affrontements conservent toute la puissance et la précision du premier jeu, mais gagnent en fluidité et en mise en scène. Chaque duel semble plus chorégraphié, plus cinématique, sans pour autant perdre cette brutalité qui faisait la force de Tsushima. La variété des armes a aussi été largement enrichie, permettant d'adopter des styles de combat très différents selon les situations ou les envies du joueur. Et puis, il y a ce petit détail que je trouve génial, la possibilité de désarmer ses ennemis pour ensuite leur voler leur arme avant de la leur lancer dans la gueule. C'est simple, efficace, et ça ajoute une vraie dimension tactique et spectaculaire au combat. Par contre, les défauts du premier opus sont toujours là, que ça soit l'infiltration parfois chaotique, l'escalade cataclysmique, et les énigmes d'une facilité déconcertante. Mais pour ce qui est de la DA, il met tellement une tempête à Tsushima. Déjà, ce qui a été vachement amélioré, c'est la verticalité de la map. Il y a beaucoup plus de lieux en hauteur et de relief, et donc plus de chances d'avoir des panoramas exceptionnels. Mais le truc qui m'a pas mal choqué dans Ghost of Yotei, c'est quand j'ai ouvert la map pour la première fois, j'ai eu un petit moment de déception. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle me paraissait minuscule. Et la façon dont elle est structurée me paraissait plutôt étrange comparée à Ghost of Tsushima, ou même la majorité des open world en général. Mais en fait, je me rendais juste pas compte que c'est justement ce qui rend cette île si intéressante. Dans Tsushima, malgré la division en 3 grandes régions, on reste sur une seule et même île, avec ses limites bien définies. Mais dans Yotei, c'est totalement différent. L'île est plus vaste, mais également plus fragmentée. D'où le pourquoi du comment j'avais cette sensation qu'elle paraissait petite. Les développeurs ont en fait repensé leur approche du monde ouvert. Plutôt que de proposer une seule grande carte uniforme, ils ont créé plusieurs immenses zones distinctes, chacune avec sa propre ambiance, sa topographie et son identité visuelle. C'est comme si le jeu était composé de plusieurs semi-open world qui, une fois réunis, forment un énorme open world. Et ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette façon de faire, c'est que ça offre l'opportunité aux développeurs de dissocier visuellement et narrativement le jeu. Perso, j'ai toujours associé chaque partie de la carte aux 4 saisons. Par exemple, le sud évoque clairement le printemps, c'est là que débute l'histoire et ce n'est pas un hasard, dans la culture japonaise, le printemps symbolise le renouveau, le changement, le retour de la lumière et l'espoir d'un nouveau départ. C'est justement dans ce coin qu'Atsu est née, et c'est là qu'elle revient pour affronter son passé et tenter de transformer le cours de sa vie. L'Est rappelle l'été, les couleurs sont majoritairement chaudes, le soleil est très souvent visible, ce qui offre un éclairage lumineux et une atmosphère plutôt chaleureuse, et c'est normal, c'est la partie de la carte qui a le moins d'importance pour l'histoire. Ici, les enjeux sont pas très présents, et ça se ressent. En revanche, l'Ouest plonge dans une ambiance automnale. Les teintes se font plus orangées, plus ternes, l'air y est plus frais, et ça parce que c'est une zone marquée par la mélancolie et la transition. C'est ici qu'Atsu se met réellement à embrasser son désir de vengeance et à faire face plus que jamais à son passé. Et enfin, pour ce qui est du nord, on est évidemment en hiver. Les environnements sont totalement enneigés, les tons froids extrêmement présents, et nos rencontres se font de manière plus imprévisible, car nos ennemis se servent de la neige pour se camoufler et nous attaquer différemment. C'est dans cette partie de la carte que les enjeux vont s'approfondir et que Atsu va peu à peu perdre ses repères, ce qui va la mener à se remettre en question par rapport à son passé. Ainsi, l'existence de chacun de ces lieux se justifie pleinement, aussi bien sur le plan narratif qu'esthétique. Chaque région raconte quelque chose. Son climat, sa palette de couleurs, sa musique ou sa faune traduisent un état d'esprit et une émotion propre à l'étape qu'Atsu traverse durant son aventure. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que chaque coin de la carte se révèle au fur et à mesure du récit, ce qui a certainement provoqué chez beaucoup de joueurs un effet Days Gone. C'est-à-dire que dans le jeu Days Gone, vous vivez une aventure au sein d'un monde ouvert complet et bien établi, ce qui vous permet de prendre vos marques et de délimiter psychologiquement les bords de la carte. Puis, plot twist, au milieu de l'histoire, après plusieurs dizaines d'heures de jeu, vous découvrez qu'en fait, ce n'était que la partie visible de l'iceberg, et que la carte est en réalité encore plus grosse qu'elle ne l'est déjà. Alors j'aurais très bien pu appeler ça l'effet Elden Ring, parce qu'après tout c'est un peu pareil, on peut vivre ce genre d'événement durant notre partie, et peut-être même beaucoup plus de fois. La différence, c'est que dans Days Gone, le récit lui-même laissait penser qu'on arrivait à la conclusion de l'histoire, et le plot twist était donc d'autant plus surprenant puisqu'on découvrait à la fois une partie cachée de la map, mais aussi que ce qui est raconté est loin d'être terminé.
Et bah dans Ghost of Yotei, j'ai eu exactement cet effet-là. Au bout de 30 heures de jeu, j'ai découvert que l'histoire était séparée en 3 chapitres et que je n'étais encore qu'au premier. Ça me fait penser que je n'ai toujours pas parlé des quêtes en elles-mêmes, et c'est vrai que c'est un point assez important mais aussi compliqué à aborder, parce que c'est à la fois une qualité et un défaut de ces jeux. Le principal défaut, c'est sans surprise la répétitivité. On fait souvent les mêmes choses, éliminer un groupe d'ennemis, libérer un village, récupérer un objet, escorter un PNJ, et au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient redondant, surtout quand il s'agit de collectibles inutiles qui ne servent qu'à cocher des cases sur une carte. Mais malgré ça, il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est cette sensation de déviation. Cette impression que le jeu te détourne sans cesse de ton objectif principal. Il m'est arrivé des dizaines de fois de partir vers une destination précise, puis de changer complètement de direction parce qu'un oiseau doré, un renard ou un loup m'avait attiré ailleurs. Parfois c'était une fumée au loin, signe qu'un camp ennemi ou une quête secondaire pouvait s'y trouver, d'autres fois c'était juste une montagne imposante que j'avais envie de gravir, et même si l'escalade est catastrophique, je le faisais juste par plaisir et pur ego de me dire « je l'ai fait ». Ces petites déviations imprévues qui rendent le voyage vivant, c'est lié à la philosophie de l'open world dont on parlait tout à l'heure. Le monde n'est pas seulement un décor, il vit, il respire et il réagit à ta présence. On y croise constamment des événements aléatoires, des rencontres inattendues, des paysages qui peuvent raconter une histoire, et ça, c'est essentiel. Parce que ça brise justement la monotonie et ça réveille la curiosité du joueur. Tu ne sais jamais vraiment ce qui t'attend au détour d'un chemin, et c'est cette incertitude qui te pousse à continuer encore et encore. Même quand les mécaniques sont simples ou répétitives, parce que ça parvient à créer l'illusion d'un voyage et d'une aventure organique où chaque détour peut apporter un moment marquant. Et au-delà de tout ça, enfin un jeu où les quêtes secondaires ont une vraie utilité. Dans l'Assassin's Creed, les quêtes annexes sont souvent là juste pour faire grimper ton niveau. Tu fais une mission pour gagner de l'XP afin de débloquer une autre mission qui te donnera encore plus d'XP pour ensuite refaire la même chose. Bref, c'est une boucle infernale qui te donne surtout l'impression de perdre ton temps. La plupart de ces quêtes n'ont aucun impact sur le scénario et encore moins sur le gameplay, à quelques détails près. Mais Ghost of Tsushima, lui, a compris quelque chose de fondamental, la récompense doit enrichir l'expérience de jeu. Certaines armes, techniques ou postures de combat ne peuvent être obtenues qu'en réalisant des quêtes secondaires et qui sont permanentes. Ce qui veut dire que plus tu explores, plus ton gameplay s'étoffe. Tu ne fais pas forcément toutes ces missions pour obtenir une arme ou une armure que tu comptes jeter une heure plus tard parce que tu auras trouvé mieux, ni pour booster tes XP. Tu les fais parce qu'elles te rendent réellement plus fort, te rendent plus complet et te donnent envie de continuer. Et Ghost of Yotei pousse encore plus loin ce principe. Les liens entre quêtes principales et secondaires sont bien plus organiques. Parfois, une quête annexe influence directement une quête principale. Par exemple, en cherchant des sanctuaires pour améliorer mes compétences, je suis tombé sur des groupes d'ennemis aléatoires. Et après les avoir vaincus, j'ai pu en interroger certains pour obtenir des informations sur mes cibles principales. Et là, j'avais même le choix, je pouvais décider quelle cible m'intéressait le plus et ainsi débloquer plus rapidement la mission correspondante. C'est un petit détail, mais il change tout parce que tout à coup, l'exploration a un sens. Chaque détour, chaque combat, chaque rencontre peut faire avancer l'histoire d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas que du contenu de remplissage pour gonfler la durée de vie, car tout est connecté et tout sert le propos. Et au fond, je crois que tout ce qu'on vient de dire mène à ce même point. La raison pour laquelle les Ghosts ont autant marqué les joueurs, bien plus que n'importe quel Assassin's Creed récent, c'est parce qu'ils ont un propos, ou plutôt une vision. Même si globalement ça reste des jeux juste ok, y a rien de révolutionnaire et ils ont plein de défauts, mais au moins tu sens la main d'artistes qui veulent te faire voyager, te faire réfléchir, te faire ressentir l'honneur, la perte, la solitude et la beauté. Même les mécaniques de gameplay sont pensées comme des prolongements poétiques du récit, donc pas étonnant que lorsque Ghost of Yotei a été annoncé, tout le monde a eu la même réaction. Sortir Assassin's Creed Shadows, le premier Assassin's Creed au Japon, la même année que la suite de Ghost of Tsushima, c'est une erreur monumentale et ils vont se faire défoncer. Et le simple fait de les comparer montre à quel point Ubisoft ne joue plus dans la même catégorie. L'un continue d'empiler des mécaniques sans âme pendant que l'autre tente de sublimer tout ce que le genre open world peut offrir. Et tant pis si c'est raté, au moins ils font l'effort d'essayer. Et au final, c'est peut-être ça la vraie différence. Ubisoft fabrique des jeux à jouer, Sucker Punch, lui, crée des expériences à vivre. Merci
d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que pour soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description afin d'accéder à CyberGhost, notre partenaire du jour, et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction pour protéger votre vie privée et débloquer des contenus exclusifs. Surtout que, faut pas l'oublier, c'est sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.